Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Patis TV pour votre émission La Lumière du Christ. Aujourd'hui, nous abordons un thème spécial intitulé 125 ans d'évangélisation, bilan et perspectives de l'éducation catholique au Rwanda. Je suis Djetogum Benjamin et ce soir, nous allons plonger dans une analyse profonde et éclairant sur l'impact de l'éducation catholique au Rwanda depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui et explorer les perspectives pour l'avenir. Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons l'honneur d'accueillir le père Bertrand Dimogna, prêtre jésuite spécialiste de l'éducation. Il est recteur au collège Liberman de Douala au Cameroun. Ensuite, nous accueillons également le père Jean-Pierre Tourabanier, prêtre salésien de Don Bosco, spécialiste de l'éducation et en pastoral des jeunes. Il est directeur de Don Bosco Gatenga Tivet, qui est une école de formation technique professionnelle ici à Kigali. Enfin, nous avons la joie d'accueillir la professeure Niranzinue Laetitia, je m'excuse, professeure des universités. Elle est enseignante en santé publique à la faculté de médecine de l'Université du Rwanda. Nous sommes impatients de bénéficier de leur expertise et de leur expérience pour mieux comprendre les défis et surtout les réussites de l'éducation catholique au Rwanda. Professeur, nous allons commencer par vous. En tant que laïc engagé au sein de l'Église catholique du Rwanda, vous êtes également professeur d'université. Comment décririez-vous l'importance de l'éducation catholique dans le développement social et culturel du Rwanda? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'aspects de l'éducation catholique qui ont selon vous le plus contribué au progrès de ce pays? Merci Benjamin. Ce que je peux dire sur l'éducation du Rwanda et son impact sur le développement social du Rwanda, d'abord je la trouve comme pierre angulaire, si pas le pilier de ce développement social. Quand on parle de l'éducation catholique au Rwanda, donc on comprend l'enseignement pour l'acquisition des connaissances, mais il y a aussi la formation technique et professionnelle. C'est ça qui a permis au pays de se développer, de développer la main-d'œuvre dont on avait besoin pour les projets de développement, notamment la construction des routes, des écoles, mais aussi l'instauration des services sociaux dont on avait besoin, notamment les services de l'éducation justement, pour l'alphabétisation du peuple rwandais qui ne savait pas jusque-là ni lire ni écrire. Mais il y a aussi l'acquisition aussi d'autres services dont on a besoin, notamment les services de l'État ou de l'administration d'alors. Tout à fait. Mais il y a aussi les services de la sécurité, même les relations entre les personnes, mais aussi entre le Rwanda et d'autres pays. Donc ça fait que ça a permis cette nouvelle culture qui est plutôt ouverte ou commune à plusieurs sociétés. Et ça a été, donc l'éducation au Rwanda, c'est vraiment le pilier du développement social. C'est ce que je peux dire. Merci, professeur. Père Jean-Pierre, vous également, en tant que salésien de Don Bosco, vous participez activement à l'éducation. Dites-nous la vision salésienne de l'éducation et surtout son application au Rwanda. Merci pour la question. Pour répondre à votre question, il serait peut-être mieux déjà d'interroger ceux qui sont passés dans nos écoles. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, dans l'histoire de l'enseignement au Rwanda, nous sommes considérés comme des pionniers de l'enseignement technique au Rwanda. Surtout que avant l'indépendance, même en 1954, comme Salésiens, nous avons débarqué au Rwanda. C'était un groupe de 6 Salésiens pour pouvoir contribuer à l'éducation, à l'enseignement, à la formation, à l'instruction, surtout à la formation de cadres techniques. Et c'est dans cette perspective, vous savez, le Rwanda, comme d'autres pays africains, souffrait de manque de, je dirais, des cadres de l'élite
et surtout compter beaucoup de Rwandais qui étaient ignorants, qui n'avaient pas été à l'école. Alors nous, comme Salésiens, nous nous sommes attelés dans les domaines de l'enseignement technique. C'est ainsi que nous avons commencé en 1954, d'abord les pommes. C'était une petite filière de formation professionnelle. C'était à Sainte-Famille. Nous sommes passés à Ossir, actuellement appelé, ici c'est à Kichukiro. Donc, et puis nous sommes implantés. Alors en 1954 à l'ETO, ça s'appelait l'école technique officielle. Et de là, alors, nous avons implanté ces modèles salésiens, éducatifs. Vous savez, Don Bosco, lui, comme un saint qui est considéré comme les patrons et les pères de la jeunesse, dans son style d'éducation. Donc, il avait toujours en vue de pouvoir préparer la jeunesse à se prendre en charge. Et c'est pour ça que la formation technique, pour nous, c'est un domaine clé. Parce qu'avec l'éducation technique, c'est comme si on garantissait déjà l'avenir aux jeunes qui passent dans nos écoles. Et peut-être l'élément, je peux dire, spécifique que nous apportons dans l'éducation, c'est d'abord le style et la manière d'éduquer les jeunes. Alors que nous mettons l'accent, au fait, c'est sur même la participation et la contribution de la personne du jeune lui-même. C'est ainsi qu'on ne développe pas seulement les connaissances techniques, les connaissances scientifiques, mais nous donnons aussi, nous mettons l'accent et l'importance sur les relations même entre les jeunes, les relations avec l'éducateur. Pour un peu dire, les styles spécifiques de Don Bosco, c'est style familial pratiquement. Dans une école où on se sent à la maison, où on est accompagné et l'éducateur est considéré comme père, mais ami, mais aussi comme enseignant. Un peu de mots, ce que je peux dire. Merci Père Jean-Pierre pour cet aspect historique que vous nous donnez. Nous allons nous tourner du côté de Douala pour joindre le Père Bertrand. Père Bertrand, vous êtes avec nous? Oui, j'entends par les yeux entrecoupés, j'espère que vous me recevez bien. Oui, nous vous recevons très bien. Ok. Alors, Père Bertrand, en tant que spécialiste de l'éducation, comment décrirez-vous l'approche de l'Église catholique en matière d'éducation à l'échelle mondiale? Et quels sont selon vous les piliers fondamentaux de l'éducation catholique qui peuvent être appliqués dans différents contextes, y compris le Rwanda? L'Église a une approche bien particulière par rapport à l'éducation. Il faut dire que cette approche remonte aux origines. Dans la perspective de l'Église, c'est que nous avons été créés par Dieu et nous sommes créés comme des êtres perfectibles, des êtres qui peuvent être appelés à apprendre et à devenir meilleurs par l'apprentissage. Et donc, l'Église, dans son document, considère Gravissimo Educationis, montre un peu qu'il y a tout un cheminement à faire en ce qui concerne l'éducation catholique. À partir de celui qui est baptisé, qui reçoit donc la vie nouvelle de Dieu, il y a toute une éducation à mettre en place pour que cette personne puisse respecter les valeurs, n'est-ce pas, de la vie chrétienne. Et donc, cela passe à travers l'éducation. La première éducation est d'abord celle que donnent les parents des enfants. Donc, ce sont les parents qui ont reçu la mission particulière de faire en sorte que les enfants incarnent les valeurs chrétiennes qu'ils ont reçues. Donc, ça leur appartient d'abord de pouvoir enseigner, inculquer ces valeurs à l'enfant. Ensuite, en deuxième lieu, l'Église se donne les moyens de pouvoir éduquer les enfants en les intégrant dans l'école. Donc, il y a des écoles qui sont mises en place qui permettent aux différents enfants de pouvoir acquérir les valeurs chrétiennes en conformité avec l'enseignement de l'Évangile. Voilà donc un peu, de manière globale, ce qu'on peut dire pour l'éducation catholique à travers le document Gravissimus Educationis qui a été émis par les pères conciliaires au Vatican II. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela dans un premier temps.
Merci Père Bertrand. Et nous savons également que les jésuites impactent beaucoup dans l'éducation catholique. Et comme nous sommes en train de parler de l'éducation catholique dans sa globalité, en tant que jésuite, quelles sont les spécificités de l'approche éducative de la Compagnie de Jésus? Et comment est-ce que ces principes peuvent-ils enrichir ou encore améliorer les systèmes éducatifs dans des pays en développement comme le Rwanda? Bien, dans un premier temps, je peux dire que les jésuites sont dans l'Église catholique et donc ils participent de la dynamique générale de l'Église catholique. Mais cela appliqué dans leur contexte bien propre. Il faut savoir que Saint-Ignace, quand il a commencé à fonder la Compagnie de Jésus, il s'est rendu compte que le problème essentiel qui se posait par rapport au clergé, c'était un problème d'éducation. Donc il a fondé avant tout ces collèges pour relever le niveau des membres de la Compagnie de Jésus. Mais très vite, cette nouvelle éducation va intéresser les gens autour et ils vont vouloir rejoindre les écoles jésuites. Et c'est ainsi que Saint-Ignace est obligé très rapidement de créer des collèges pour la formation des gens. C'est comme ça que les collèges qui n'étaient pas prévus dans un premier temps sont devenus le groupe des jésuites. Alors, ces collèges, évidemment, partant de ce principe-là, sont au service de l'Église dans la mesure où les valeurs que l'Église cherche à inculquer à ses fidèles à travers les collèges sont aussi inculquées à la personne. Par exemple, ces derniers temps, il y a eu toute une histoire dans l'évolution de l'éducation de la Compagnie de Jésus. Il y a eu un moment où on parlait de la ratio sidéro, qui était ce qu'on doit apprendre quand on est dans un collège jésuite, et c'était dans tous les collèges au niveau du monde, c'était cela qu'on suivait. Puis très vite, on s'est rendu compte que, bon, quelqu'un qui est, par exemple, au Portugal ne peut pas apprendre la même chose que quelqu'un qui est au Brésil ou que quelqu'un qui est en Inde, etc. Parce qu'il y avait des spécificités régionales qui entraient dans l'éducation. Donc, ça a évolué. Et donc, l'éducation a été obligée de s'adapter à cette évolution également. Mais au fur et à mesure, nous continuons à réfléchir sur comment adapter l'éducation jésuite aux réalités du monde. Donc en 1986, il y a eu un document qui est sorti, les caractéristiques de l'éducation jésuite, qui montre un peu les points fondamentaux de l'éducation jésuite, qui prend en compte le monde dans lequel évolue l'élève et essaie de le suivre de manière particulière pour qu'il puisse acquérir les valeurs dans la mesure du possible avec ses propres moyens. Donc c'est ce qu'on appelle la cura personnaliste. Et puis la réflexion a continué et par exemple en 2014 en Espagne il y a eu les 4 caractéristiques de l'éducation qui ont été énoncées, à savoir il faudrait tenir compte de la conscience quand on forme, c'est-à-dire on forme les gens à la conscience, une conscience droite. On les forme pour être compétents. Il faut qu'à la sortie de nos collèges, nous ayons des élèves, des personnes qui sont compétentes. Nous les formons à la compassion. Nous ne formons pas des gens qui, une fois sortis de chez nous, ils sont bons, ils peuvent faire des bonnes choses, mais ils ne sont pas capables de pouvoir s'émouvoir par rapport à la peine, par rapport à la difficulté de l'autre. Et nous formons des gens engagés, des gens qui sont capables de transformer l'environnement dans lequel ils se trouvent pour créer un monde meilleur. Vous voyez que ce sont des valeurs de la vie évangélique qui sont promues à travers les 4 C que je viens d'explorer. Donc voilà un peu résumé les caractéristiques de l'éducation jésuite. Et si le temps m'était accordé, je pourrais aller beaucoup plus en profondeur encore, mais je crois que ces caractéristiques sont aussi vivables ici en Afrique. Alors on est très heureux par exemple quelquefois quand on voit que ce que nous avons porté comme enseignement à des jeunes puissent se retrouver dans leur vie concrète. Une fois par exemple, j'ai eu affaire à un jeune qui est venu me visiter comme préfet des études dans un collège loin de son Tchad natal. Il me dit, mon père, voilà, il y a quelques années, j'ai reçu 20 000 francs de la part d'un père de jésuite et j'étais en difficulté, il m'a prêté cet argent pour faire quelque chose. Je reviens maintenant, on me dit qu'il est mort, vous êtes jésuite, je vous rends cela.
cela m'a ému parce que voilà quelqu'un qui est honnête. L'éducation aux valeurs qu'on a données porte du fruit. Ce n'est pas tellement le montant de l'argent qui est remis, mais de voir que les valeurs qu'on a portées avec ces enfants, effectivement, arrivent à fruition. Voilà un peu ce que nous voulons former pour les jeunes en Afrique maintenant. Et je crois que le Rwanda aussi, un pays qui est en train de se former, a besoin de ces différentes valeurs pour continuer à progresser. Voilà un peu ce que je peux dire en quelques mots par rapport à l'éducation jésuite. Merci Père Bertrand pour ces éclaircissements et nous allons rester avec nous, nous allons revenir tout à l'heure vers vous pour que vous nous disiez un peu plus en ce qui concerne les défis de l'heure. Merci. Merci. Alors nous nous tournons vers professeur Laetitia. Avec ces éléments, surtout cette approche plus ou moins historique que le Père Jean-Pierre a donné, et également avec ces fondamentaux que vient de citer et d'éclairer ici le Père Bertrand, est-ce que vous pouvez nous dire, en ce qui concerne le contexte le contexte rwandais, quel est votre point de vue, surtout sur l'impact de l'éducation catholique dans le rayonnement des élites au Rwanda? Est-ce que, d'après vous, il existe des figures intellectuelles rwandaises qui reflètent d'une certaine manière l'éducation catholique qu'ils ont reçue? Merci beaucoup pour la question. Mais je voudrais d'abord faire un point sur la différence entre recevoir l'éducation et être éduqué. Oui. C'est pas parce qu'on a fréquenté l'école catholique qu'on a nécessairement reçu les valeurs chrétiennes. Et l'histoire du Rwanda, l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis l'a démontré. Donc pour que l'élève, même l'enseignant lui-même, puisse vraiment se développer socialement, puisse vivre dans ces valeurs chrétiennes apprises dans le système éducatif, il faut aussi un contexte politique et culturel. Je crois que notre histoire nous a montré qu'il y a eu, je ne dirais pas des erreurs, mais il y a eu quand même des problèmes là-dedans, dans la transmission. Parce que quand on voit ce qui s'est passé au Rwanda, quand on voit les gens qui étaient éduqués, l'élite dont nous parlons, qui avaient fréquenté les écoles, pour la plupart catholiques, parce que c'était presque la totalité des écoles étaient catholiques, mais même dans d'autres écoles aussi, protestantes ou du gouvernement, des gens qui avaient terminé ces études, qui avaient des diplômes, qui faisaient partie de cette élite dont nous parlons, il y en a, pas tous, mais la plupart ou beaucoup d'entre eux, ils ont quand même participé à la planification du génocide, ils ont participé à la mobilisation sociale pour que les gens moins éduqués puissent commettre des crimes du génocide. Ils ont détruit toutes les valeurs chrétiennes. Ils ont donc détruit le développement social, même économique, même culturel qu'on avait, tout ce qu'on avait achevé, tout ce qu'on avait acquis ou pu construire tout ce temps-là, en 1994, a été détruit. Donc, ce qui montre qu'il y a d'une part l'éducation et les valeurs que l'on transmet, les connaissances, les compétences, même la parole de Dieu. Mais il y a d'autre part l'apprenant ou l'élève, ou c'est pas le diplômé, qui doit aussi les intégrer et aussi pouvoir les utiliser. Moi, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que dans cette élite, pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, il y avait deux propositions. D'une part, commettre le crime du génocide, donc participer de la planification à l'exécution et même après donc à la négation. Mais d'autre part, il y avait aussi cette grâce, disons, qu'on appelle la grâce du martyr. Le père va me compléter. Donc, la grâce du martyr, donc, parce qu'on le disait, si vous ne tuez pas, vous serez tué. Alors, il y a très peu qui ont saisi cette chance, qui n'ont pas accepté, qui n'ont même pas négocié. Donc, ils ont décidé de mourir, d'être tués, massacrés de façon horrible pour protéger leurs frères et sœurs, parce qu'ils avaient intégré justement les valeurs qu'on avait essayé de les enseigner.
Alors, le contexte politique et culturel, même économique, a son rôle à jouer dans le développement social. Il n'y a pas que l'éducation. Alors, à la question que vous m'avez posée, oui, l'élite rwandaise a été principalement formée, éduquée dans le système, dans les écoles catholiques. Moi-même, je suis le fruit de cet enseignement et j'amène mes enfants dans des écoles catholiques. Alors, il y a donc la presque totalité de l'élite rwandaise a été formée là-bas, a reçu cette éducation, ces valeurs. Mais quant à son utilisation ou à son application dans la vie et dans le développement social, je considère que ce qui se passe dans les 30 ans que nous venons de passer après le génocide, parce que le contexte politique a changé. On veut que les gens se réconcilient, on veut que les gens se pardonnent, on veut que les gens reconstruisent ce qui a été détruit. On veut qu'il y ait des périodes de commémoration chaque année pour que les gens n'oublient pas ce qui s'est passé, pour que ça ne se reproduise pas. Tout ça, ça m'a permis de voir que l'éducation catholique a continué de jouer son rôle dans la reconstruction du pays, dans la reconstruction je dirais, la renaissance de ces valeurs chrétiennes dont nous parlons. L'éducation catholique a continué à donner l'espoir, que la vie est possible même après la mort, parce que il y a plus d'1 million de gens qui ont été tués, qui n'avaient rien fait, des femmes, des enfants, des vieillards. Alors ça fait que pour un pays, de vivre cette horreur du génocide, c'est très difficile de se reconstruire si on n'a pas la foi. Alors l'éducation catholique continue de donner cet espoir. Et je vois qu'il y a même, par exemple, le concept de la lumière de Christ. On est dans l'émission de la lumière de Christ. Tout à fait. Même dans les cérémonies de commémoration, on allume cette lumière de l'espoir. Parce que c'est vraiment le Christ. Hein. Il agit même des fois indirectement, mais il agit toujours dans les cœurs des Rwandais. Parce qu'on a quand même reçu l'évangile depuis 125 ans. Il y a son impact, qu'on le voit ou pas, mais il est là. Alors, on reconstruit le pays, oui, mais on reconstruit aussi l'éducation, on reconstruit les infrastructures, on reconstruit les cœurs qui ont été brisés à partir justement de cet amour, de cet enseignement de l'Église catholique et qui était, je dirais, sous-jacente, mais aussi, personnellement, le lien qu'il y a entre les vivants et les morts, la vie qui va continuer après la mort. Ça, c'est une bonne base que tu ne vas trouver nulle part ailleurs en ce qui concerne la reconstruction ou la guérison des blessures de notre histoire. Alors, je considère que l'Église catholique ou l'éducation catholique a son rôle à jouer, mais il y a aussi la repentance. On encourage la repentance, la pénitence, la réparation, l'amour fraternel, que c'est possible même, parce qu'on a des histoires de conversion dans les Saintes Écritures, dans les témoignages que nous recevons. Je fais partie d'un groupe charismatique, c'est une fraternité pour la nouvelle évangélisation et la guérison des blessures. Alors, on accompagne les gens, on essaie d'aider les gens justement à sortir de cette histoire, mais on voit l'éducation qu'on a reçue, ça nous permet même de réaliser qu'on a fait des erreurs. Tout à fait. Ça nous permet de voir qu'il y a quelque chose de terrible qui s'est passé, mais il y a aussi cet amour qui ne peut pas mourir, qui est resté. Et qu'il y a encore de l'espoir, donc on peut repartir dans la bonne direction, on peut guérir aussi de ces blessures. Voilà. Mais merci professeur, et surtout dans cette lancée de ce que vous êtes en train de dire, je voudrais m'adresser au père Jean-Pierre, lui vous êtes aussi spécialiste de la pastorale des jeunes. Comment donc la pastorale, parce que comme le professeur vient de dire, il ne suffit pas simplement de donner cette éducation-là, mais également faire en sorte que cette éducation puisse pénétrer. Et comment donc, en tant que spécialiste de la pastorale des jeunes, comment donc la pastorale influence-t-elle la formation des jeunes dans des écoles catholiques, afin que ces jeunes, bien sûr, puissent devenir de bons citoyens et des cadres qui font la fierté du pays, et non l'inverse?
peut-être avant de répondre à la question, je voudrais d'abord compléter ou soit éclairer certains éléments que le professeur a relevés sur au fait la question des élites, soit les succès de l'éducation catholique au Rwanda. Comme il a bien dit, donc c'est à voir avec des pincettes. Donc il faudra être très prudent, parce que ce que nous avons vécu en 94 révèle très bien, quelque part, je dirais, pas l'échec, mais comme les limites de l'éducation que nous avons donnée à la première génération des intellectuels, c'est-à-dire ceux qui ont été formés avant l'indépendance et durant la Deuxième République, et ce sont eux-mêmes qui ont été même, je dirais, à la base, ce que nous avons vécu comme situation horrible et que le monde n'oublie même pas jusqu'aujourd'hui. C'est pour dire que l'éducation catholique en soi n'a pas échoué, parce que l'éducation au fait catholique, c'est ces modèles éducatifs où l'Église voudrait que l'école soit aussi un lieu effectivement d'évangélisation où on peut faire une expérience de vie chrétienne. Oui. On peut faire aussi un cheminement d'une maturation chrétienne vraie et authentique. Alors on peut se demander ce que nous avons vécu en 94, quel a été alors le rôle de l'école, ou soit de l'éducation catholique, et à la préparation de cette génération, effectivement, à la paix, à la fraternité. Donc quelque part, nous devons poser des questions. Et je crois que, bon, quand cela n'en déplaise, je pense que la question qu'on doit se poser parfois quand on parle du succès de l'éducation catholique des intellectuels, peut-être on oublie l'élément, et je crois aujourd'hui tout le monde est conscient, quand on est simple d'analyser les causes du génocide, toutes les victimes, on doit quand même se dire que les modèles éducatifs qu'on avait avant étaient presque marqués par la colonisation. C'est-à-dire quoi? C'était une formation, je dirais, élitiste. On voudrait seulement, on misait beaucoup sur la formation des cadres qui pourraient travailler dans l'administration, qui pourraient être médecins, et ainsi de suite. Mais on avait oublié l'élément important de pouvoir former les consciences et les cœurs des personnes. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois, les défis, je vais y revenir, et c'est de voir comment, dans nos programmes d'éducation, dans l'enseignement éducatif, que ce soit au niveau de l'enseignement, je dirais, général, je vais dire les sciences, ou soit l'enseignement technique, mettre l'accent sur la formation des cœurs de la conscience. C'est-à-dire, il faut mettre l'accent sur ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. Si on avait vraiment des Rwandais intellectuels, qui étaient aussi imbibés de ces valeurs chrétiennes et humaines, même patriotiques, qu'on n'arriverait pas à cela. C'est pour ça que moi, je suis très content que les modèles éducatifs actuels est en train de faire quand même des efforts. Par exemple, parmi ce qu'on appelle, il y a des programmes, ou soit des cours qu'on appelle, qui sont transversaux. Ce n'est pas comme une matière, je dirais, formée d'enseignement, mais qui traverse toutes les matières. Et le Rwanda a introduit par exemple l'éducation à la paix pour le moment, l'éducation à l'environnement, l'éducation à la cohabitation pacifique. Donc c'est une manière où on veut que quand même cet enseignement, cet modèle d'éducation que nous avons opté puisse donner aussi la possibilité aux jeunes qui fréquentent nos écoles de pouvoir aussi prendre conscience de leur responsabilité, de leur rôle dans la société. Et d'ailleurs, cela touche même les défis que nous rencontrons aujourd'hui dans le pays, dans notre pays et même en Afrique. En fait, quel type de pastoral nous devons promouvoir dans nos écoles? Vous savez, dans le passé, la pastorale scolaire s'est limitée seulement au fait à la catéchèse des sacrements, au cours des religions et à la célébration de messe, ce qui est aussi bien. Mais je crois aujourd'hui, quand on parle de la pastorale, surtout que, il faut dire, dans la plupart de nos écoles, on peut le trouver facilement, c'est peut-être 40% qui sont des catholiques, d'autres religions, des musulmans et d'autres sectes. Et alors on peut se demander quel type de pastorale, quand on parle de la pastorale, c'est-à-dire quoi? Quelle proposition de la bonne nouvelle nous pouvons faire aux jeunes qui fréquentent nos écoles? Et là, il y a un besoin qui se fait sentir, c'est de pouvoir proposer, c'est-à-dire quoi? Cette évangélisation, mais qui ne doit pas être seulement limitée à la célébration des sacrements et à la messe, mais cette expérience qui doit parcourir tous les programmes d'enseignement. Un enseignement à travers son cours,
comment il peut parler de Jésus, même son témoignage, son comportement, comment ça peut évangéliser les jeunes qui fréquentent l'école, et surtout miser sur cet accompagnement, cette catéchèse personnalisée. Parce que cette catéchèse de masse, on l'a pas. Même si on les oblige d'aller à la messe, ce n'est pas sûr qu'ils sont vraiment évangélisés. Et aussi promouvoir des initiatives où ils peuvent entrer, faire partie de certains groupes de réflexion, comme les groupes charismatiques, vous avez les focolaries, vous avez même les groupes aussi d'engagement social, comme les groupes anti-drogue, environnement, pour que ce soit des lieux vraiment où on peut faire une bonne évangélisation. Et je pense que nous sommes en train de faire des efforts, et dans certaines écoles, surtout qu'on a l'église du Rwanda, et même le gouvernement a compris que l'église a encore beaucoup à apporter. On est en train de confier même des écoles publiques aux sœurs, aux prêtres et aux religieux, parce que effectivement on a confiance en nous, et on pense que nous faisons du bon travail, mais il faut faire beaucoup, parce que le monde a changé, l'environnement social a beaucoup changé. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Père Jean-Pierre. Nous allons retrouver le Père Bertrand du côté de Douala. Vous êtes avec nous, mon Père? Oui, je suis là. Oui, comme vous venez de l'écouter, vous venez d'écouter l'éclairage du professeur Laetitia, et qui donne un peu quelques éléments historiques qui éclairent un peu les enjeux de cette éducation catholique au Rwanda, et comme l'a si bien dit également le Père Jean-Pierre. Est-ce que vous pouvez nous dire, sur le plan, disons, un peu global en Afrique, quels sont les défis que rencontrent actuellement les institutions éducatives catholiques? Et si ces défis... Oui, quels sont les principaux défis que rencontrent actuellement les institutions éducatives catholiques en Afrique? Et si ces défis existent, comment donc ces défis peuvent-ils être relevés ou encore travaillés pour garantir une éducation de qualité accessible à tous? Merci. Je crois que je commencerai un peu par la fin. Le désir de l'Église catholique partout en Afrique est d'offrir une éducation de qualité. Et particulièrement, nous le vivons quand nous nous rencontrons, les délégués de l'éducation jésuite, nous voyons un peu que ce que nous cherchons, c'est une éducation de qualité. Et c'est un peu le défi de toute l'Église catholique en Afrique. Quand on prend par exemple, que ce soit au Tchad ou bien au Cameroun, on voit que les premiers établissements dont les noms apparaissent dans le classement à la fin de l'année sont des établissements catholiques. Donc, ça veut dire, ça montre un peu la qualité de l'enseignement que nous donnons. Et ça va dans le droit sens de ce que nous voulons. Une formation de qualité qui est offerte aux jeunes. Alors justement, ce désir d'offrir une formation de qualité se trouve confronté à la croissance démographique de l'Afrique. Nous avons une croissance exponentielle. Et donc, l'Église catholique, est-ce qu'elle sera capable de pouvoir absorber un peu ces jeunes qui viennent frapper à sa porte pour une éducation de qualité? Ça pose de graves questions. Il y a des parents qui ont des enfants qui veulent bien que ces enfants puissent fréquenter dans nos institutions, mais qui n'arrivent pas à les inscrire pour ce problème de la croissance démographique que nous connaissons. En deuxième lieu, il y a aussi le pouvoir économique. Le défi, c'est de parvenir à une éducation pour tous. Mais ce ne sont pas tous qui ont le pouvoir économique qui leur permet de pouvoir inscrire leurs enfants dans toutes nos institutions. Il est vrai que dans la plupart de nos institutions, il y a toujours un volet social. Nous ouvrons nos portes à ceux qui sont les plus démunis et nous essayons de les aider dans la mesure du possible. Mais ce n'est pas possible d'aider tout le monde. Donc il y a aussi un nombre important de jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école parce que les parents n'ont pas les moyens pour les inscrire. Le troisième défi que je percevrais serait un peu au niveau de la croissance dans le monde. Quand nous voyons un peu qu'est-ce qui se passe, nous voyons que les villes sont en train de grandir. Et avec les villes qui grandissent, naissent des problèmes sociaux. Et cela a un impact très très grave sur la famille, la structure même de la famille.
dans beaucoup de cas, de problèmes que nous rencontrons à l'école, nous voyons que cela provient des familles déstructurées. Ou bien le père et la mère ne s'entendent pas, ou bien ce sont des couples divorcés, des foyers monoparentaux, et donc l'enfant porte toutes ces difficultés en les amenant à l'école et réagit de manière inattendue. Et en fouillant bien, on se rend compte que l'enfant est en train de réagir par rapport à quelque chose qui le dépasse. Et donc, comment parvenir à répondre à ces différents défis? Je crois que l'école à elle seule ne pourra pas continuellement répondre à ces défis. C'est un défi qui est plus vaste, qui devrait aussi avoir sa répercussion dans la paroisse, dans la vie de l'Église. C'est un défi qui est plus vaste, qui devrait avoir sa répercussion au niveau de l'État. L'État devrait aussi étudier ces phénomènes et essayer de voir dans quelle mesure contribuer à une aide significative qui puisse permettre de pouvoir donner des solutions qui aident les enfants à pouvoir recevoir une formation de qualité dans de bonnes conditions. Voilà un peu quelques pistes que je donne, mais je laisse la parole pour que les autres puissent aller plus en profondeur sur cette question. Merci. Merci Père Bertrand pour ces éclaircissements. Alors, professeur Laetitia, vous venez de voir un peu que les défis sont assez grands. Alors, pensez-vous que l'éducation catholique a un rôle à jouer, par exemple en ce qui concerne le contexte rwandais, est-ce que l'éducation catholique a un rôle à jouer dans le processus de réconciliation nationale et surtout pour la guérison des personnes qui ont été affectées? Merci beaucoup pour la question. Oui, je pense que l'école a son rôle à jouer dans le processus de la réconciliation, mais aussi de la guérison. C'est vrai, mais je voudrais d'abord féliciter le gouvernement du Rwanda et aussi l'Église catholique de la collaboration qu'il y a entre les deux institutions, qui fait qu'ils essaient de trouver ensemble des réponses aux défis qui sont plutôt particulier pour le pays, pour le Rwanda. Et il y a eu beaucoup de réformes qui ont fait que la qualité de l'éducation, comme ça a été déjà dit avant, donc la qualité a beaucoup augmenté. Il y a aussi, disons, les standards, je dirais, dans le sens de la technologie, dans le sens des compétences des enseignants. Et ça fait que malgré ce qui s'est passé, il y a quand même eu pas mal de progrès. Et toutes ces réformes ont été possibles parce qu'on a essayé de recommencer à zéro, de partir de l'histoire où tout le système éducatif était détruit. Alors ça fait qu'on a reconstruit en partant sur de nouvelles bases, avec de nouvelles méthodes, mais aussi avec un visa plus haut en ce qui concerne la qualité de l'éducation. Alors l'école a son rôle à jouer parce qu'elle va produire des citoyens, des chrétiens qui sont plus éduqués, qui ont accès à l'information, surtout dans notre millénaire où il y a beaucoup la technologie qui avance, le développement socio-économique qui avance trop vite. Oui. Il y a de nouveaux défis qui viennent avec. Alors l'école catholique ou l'éducation catholique du Rwanda a son rôle à jouer dans ce sens qu'il va donner des outils aux jeunes, aux enfants, mais aussi à leurs parents et aux adultes pour pouvoir faire face à ces défis. Et pour ce qui est de la réconciliation et la guérison, dans les écoles, on voit, on le sent qu'il y a le désir de guérir, le désir de la paix, le désir de la cohabitation, de la fraternité. Les jeunes, ils expriment ça clairement. Donc ils ont envie de ça plus que même les parents ou les générations passées. Et on voit qu'ils ont aussi besoin d'être accompagnés, mais aussi ils ont besoin des modèles. Ils ont besoin des modèles, et les modèles, c'est plutôt dans nos générations à nous, parmi leurs enseignants, qu'il faut faire plus d'efforts pour éduquer cette fois-ci les adultes, donc les plus âgés. Les adultes et notamment aussi les parents. Parce qu'il y a par exemple un programme qu'on a
qu'on va essayer de tester dans une des écoles catholiques, justement, parce que c'est dans une école catholique. On apprend aux enfants, depuis la première primaire, à décider, donc à faire face aux défis du développement socio-économique, à faire face au stress par eux-mêmes, donc à faire attention, à décider des bonnes actions à prendre, à éviter le mal, à ne pas stresser les autres, à bien vivre avec leurs parents en famille, à rester calme même quand les parents se battent, à rester calme quand il y a une maladie grave qui s'annonce, donc pour que les enfants puissent prévenir les problèmes de santé mentale, donc aussi, c'est ça la guérison en fait. Mais on a aussi d'autres projets que je connais, je rencontre dans ma vie professionnelle, où on apprend aux enfants à prendre des décisions par eux-mêmes, des enfants de 10 ans, 11 ans, qu'il ne faut pas écouter tout ce que les parents disent. Il faut obéir, bien sûr, il faut apprendre d'eux, ils sont des modèles, il faut les respecter, selon le 4e commandement, oui. Mais il faut aussi réfléchir à ce que les parents disent. Est-ce que ce qu'ils disent est fondé? Est-ce que je peux suivre ou pas? Même l'enseignant, même le politicien, même le voisin, les amis. Comme ça, ils seront équipés à prendre des bonnes décisions, à décider de faire le bien au lieu de faire le mal, à utiliser des services de soins médicaux ou à joindre les groupes des jeunes pour l'environnement ou pour d'autres bels objectifs. Donc tout ça, c'est quand même, il y a beaucoup d'espoir. Et je pense qu'il faut aussi continuer à mettre des efforts sur l'éducation à la maison, en famille. Et l'Église est déjà a déjà commencé des programmes dans ce sens-là, pour que l'enfant qui a reçu une éducation à l'école ou à l'Église, quand il rentre à la maison, qu'il puisse aussi grandir et intégrer ces valeurs dans sa vie quotidienne. Et aussi qu'il puisse faire face au changement dans l'environnement aussi politique et culturel. Parce que au fait, c'est la personne, c'est à l'enfant qui grandit, à la personne de recevoir cette fois-ci l'éducation, mais aussi de l'utiliser en respectant l'autre, en respectant les lois du pays, en vivant bien sa foi, mais surtout dans ce qui concerne la justice, en ce qui concerne les relations sociales avec les amis, en ce qui concerne la culture de la paix, la réconciliation bien sûr. Et tout ça va favoriser en fait la guérison des blessures existantes et ça a aussi un impact sur les performances académiques, c'est prouvé scientifiquement, mais ça va aussi favoriser la réconciliation parce qu'ils vont voir le bien fondé de cette réconciliation pour reconstruire leur pays, aussi pour transmettre cette paix-là, cette culture de la paix, de l'harmonie aux générations futures. Je crois que c'est à cela que je peux m'arrêter. Merci professeur. Alors, Père Jean-Pierre, comme l'a souligné tout à l'heure votre confrère, le Père Bertrand, en termes de défis, quels défis identifiez-vous pour les écoles catholiques en ce qui concerne l'adaptation aux réalités contemporaines telles que la globalisation et les avancées technologiques? Et vous êtes si bien placé pour nous dire, puisque vous êtes directeur d'une école technique. Je crois, en parlant de défis, il me semble que nous devrions nous orienter presque dans deux axes de réflexion. Oui. Il s'agit d'abord de penser l'éducation, d'abord comme un engagement, je dirais toute l'humanité aussi, de chaque pays et de chaque famille. Il y a d'abord des défis qui sont d'ordre, je dirais, des politiques de l'enseignement, mais aussi des approches qui sont promues, qui sont même diffusées parfois, qui limitent même un nouveau modèle d'éducation qui pourrait vraiment favoriser une éducation de qualité. Je voudrais parler, exemple, de ces antivaleurs, et même la crise de la famille, et parfois aussi ces guerres, ces luttes, je dirais, économiques, parfois, qui empêchent, et au pays, même aux familles,
de pouvoir bénéficier de cette éducation partant des valeurs qui sont, des antivaleurs qui sont véhiculées. Alors vous imaginez l'école devient, on dirait, ce terrain où ça bat tous ces modèles de valeurs, d'antivaleurs. Et imaginez-vous, un pauvre directeur, même tous les staffs, comment peut-il faire face à tous ces politiques qui sont d'ordre mondial? C'est pour ça que je crois que le Saint-Père, vous vous rappelez, dernièrement, je crois il y a 3 ans, quand il avait plaidé pour cette éducation nouvelle, de réinventer, de repenser l'éducation, il parlait effectivement de cela, que nous devons imaginer, envisager l'éducation, pas seulement au niveau des connaissances que nous transmettons, mais un modèle aujourd'hui qui doit favoriser une éducation inclusive où tout le monde peut participer, et en même temps une éducation où on peut vraiment acquérir des connaissances qui peuvent être utiles à la vie sociale ou au développement social. Je voudrais donc dire qu'un des grands défis, c'est d'arriver d'abord à un accord, à un consensus entre les décideurs de l'éducation. Je vais parler des politiques nationales, des politiques mondiales, mais aussi ces grands patrons, je dirais, ces grandes firmes, parce que l'éducation concerne tout le monde. Mais au niveau, je dirais, au niveau local ou même de l'école, là, les défis sont aussi nombreux. Si nous parlons par exemple même de la gestion de l'école elle-même, l'école est devenue maintenant comme une industrie. Oui. Donc on a besoin de managers et de directeurs assez compétents, que ce soit en économie, que ce soit, je dirais, en gestion, que ce soit en pédagogie. Et je crois que le professeur est bien informé sur cela. On a besoin d'avoir des compétences managériales vraiment très hautes. Et puis autre chose, un autre défi que nous devons relever. Donc il s'agit de travailler, de favoriser un modèle de participation de tous les partenaires de l'éducation, à partir de la famille, de l'enseignant, et je pense aussi de l'autorité locale. Donc, comme disait le pape, cette éducation comme village, il faut que tout le monde trouve sa part et on collabore. Un autre défi plus, je crois, majeur, hein, vous savez, avec le nombre grandissant de chômage, et même, je crois, des phénomènes de drogue, d'alcoolisme, je crois que l'école a besoin aujourd'hui, je crois, d'être non seulement un lieu où on dispense, où on transmet les connaissances, mais un lieu où un jeune grandit et dans toutes les dimensions. Comment les faire? Ouais, c'est un défi majeur et on ne voit pas comment l'école peut en sortir, surtout pour les chômages. Comment créer aussi des initiatives, je dirais, pour pouvoir créer des sources de revenus, pouvoir accompagner dans leur projet de développement. Voilà, l'école doit répondre à tous ces défis. Et là aussi se pose la question de notre programme d'orientation. Comment est-ce que nous orientons nos élèves? Est-ce que vous faudriez encore pérenniser aujourd'hui le système parce que mon papa était médecin, alors mes enfants aussi pourront devenir des médecins, des avocats? Non. Aujourd'hui, avec la réalité du monde du marché, nous devons voir quel est le besoin, quelle est la réalité du monde du marché, et voir comment donner à nos enfants des opportunités pour pouvoir effectivement répondre à ces besoins et à pouvoir trouver aussi du travail. Sinon, l'école manque de vision. Ouais. Merci Père Jean-Pierre. Alors, professeur, très rapidement, votre mot de fin. Le mot de fin, c'est que l'éducation, c'est un processus plutôt dynamique. Donc, il faut continuer à réfléchir là-dessus, à l'améliorer, oui, mais il faut aussi responsabiliser les jeunes, les élèves depuis le bas âge. Mais quand ils grandissent, alors il faut trouver aussi, je pense, une autre façon de les évangéliser aussi. Hein. Mon père fait la pastorale. Pour que ces jeunes qui grandissent, qui ont cette base de l'école avant de quitter l'école, qu'ils puissent aussi être engagés, qu'ils s'engagent, mais il faut trouver de nouveaux, par exemple ici au Rwanda, donc je pense qu'il faut trouver de nouveaux modèles où les jeunes, les chrétiens, ou ceux qui sortent de l'école donc peuvent s'engager, œuvrer pour le développement social, mais durable, pas le développement qui change à tout coup de vent. Et aussi, il faut trouver aussi des moyens de collaboration, d'impliquer le dialogue. C'est pas comment l'école va agir dans ce sens-là, mais que ce soit un lieu ou un siège de dialogue entre les jeunes et les parents. Donc, un lieu de dialogue entre les générations. Comme ça, les valeurs, celles qui sont
chrétiennes positives peuvent être transmises, mais aussi que ce soit un lieu, plutôt un terrain neutre, où on va justement enlever ces antivaleurs. Et je crois que l'école peut jouer plusieurs rôles dans ce sens-là, mais on a encore pas mal à faire, mais je félicite quand même l'éducation catholique pour ce qu'elle a fait, et j'espère que ça va continuer. Merci. Mon père, votre mot de fin, brièvement. Bon, pour finir, pour clore, je crois, cette émission, aux téléspectateurs, je voudrais dire que l'éducation catholique, que ce soit dans le passé, même aujourd'hui, il reste encore, je crois, une contribution précieuse de l'Église catholique au développement social, économique, politique de tous les pays, même du Rwanda. Alors peut-être ce que je pourrais, peut-être l'invitation que je voudrais lancer à nous qui sommes agents et acteurs de l'éducation, c'est de pouvoir veiller effectivement à repenser notre modèle éducatif en collaboration avec l'Église, avec l'autorité locale, même nos parents, je dirais même les jeunes eux-mêmes, voir comment l'éducation peut rester, je crois, ces lieux, ces moteurs de développement. Hein. Et la formation aussi à cette nouvelle humanité, parce que pour le moment, nous avons tant de gens qui sont passés à l'élection des élites, mais on a peu de gens qui sont vraiment acteurs dans le développement, et même dans la vie civile, dans la vie politique. Il y a très peu de gens. Donc, comme disait notre saint fondateur Saint Jean Bosco, il dit, voilà, si vous voulez changer la société, éduquez la jeunesse. Donc, nous avons ce rôle, cette responsabilité de soigner, de prendre à cœur notre éducation, de faire face à toutes les menaces, à tous les défis qui peuvent parfois freiner et même anéantir, je crois, tous les efforts que nous investissons dans le monde éducatif. Merci mon père. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission sur les 125 ans d'évangélisation, bilan et perspective de l'éducation catholique au Rwanda. Nous tenons à remercier chaleureusement nos invités, le père Bertrand Dimobina, le père Jean-Pierre Tourabanier et la professeure Niarazinoye Laetitia pour leurs précieuses contributions et surtout les analyses éclairantes que vous avez procurées. Nous espérons que cette discussion vous a plu et vous a permis de mieux appréhender les enjeux de l'éducation catholique au Rwanda et surtout d'entrevoir les perspectives prometteuses pour l'avenir. Merci de nous avoir suivis sur Patches TV. Je suis Djetogum Benjamin. Restez connectés pour d'autres émissions tout aussi enrichissantes. Passez une excellente soirée. Merci.